Salut à vous. Voici comme convenu la suite, la deuxième partie, de ma vidéo sur les 11 histoires vraies qui dépassent l'entendement. Je vous avais proposé 5 histoires sur ces 11 la dernière fois. Pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore vue, je la remets en lien, ici. Ce soir, nous partons sur la trace des histoires 6 à 11, qui sont toujours aussi troublantes, perturbantes, d'autant qu'elles se sont vraiment produites. Aussi, merci. Merci car vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner. Et je vous cache pas que ça me fait vraiment plaisir. Ça me donne, pour ainsi dire, l'envie de continuer, de m'améliorer et par extension, d'améliorer le contenu de mes vidéos. Si vous me rejoignez, que vous appréciez ce que je vous propose, je vous invite à bien vouloir cliquer sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo. Si vous ne le faites pas, Vous serez maudit sur cette génération. vos commentaires aussi, j'apprécie beaucoup. Et je porte un point d'honneur à vous répondre, tant que je peux le faire. Et en cette soirée du 1er janvier, j'ai beau être une chaîne axée sur l'horreur, l'étrange, permettez-moi d'espérer que 2023 vous apporte beaucoup de bonheur. C'est bien là. Tout le mal que je vous souhaite. Allez, sans plus tarder, je vous propose que l'on se replonge dans le vif du sujet. La suite des 11 histoires qui sont d'autant plus terrifiantes qu'elles sont vraies. Quand la réalité dépasse la fiction, c'est ce que nous continuons de voir ce soir. Moi, c'est Anthony, et vous êtes bien sur Histoire 2. Elisa Lam a été vue pour la dernière fois le 31 janvier 2013 dans le hall de l'hôtel Cecil, dans le centre-ville de Los Angeles. Elle était en vacances et s'était décidée à traverser la côte ouest. Elle documentait son voyage sur son blog et prenait contact avec ses parents chaque jour. Mais ce jour du 31 janvier, ses appels ont cessé. Lam avait disparu. Bientôt, la police fut informée et ses parents sont arrivés pour aider à la recherche. Ils n'avaient cependant aucune piste. En février, la police de Los Angeles diffuse les vidéos de caméras de surveillance où l'on aperçoit Elisa avant sa disparition. Les images la montrent se comportant étrangement dans l'ascenseur, comme semblant parler avec des gens invisibles, regardant autour du coin de la porte, s'accroupir dans le coin de l'ascenseur, ouvrant et fermant les portes. Mais ce qu'il se passe dans cette vidéo soulève plus de questions que ne donne de réponses. Les théories vont d'épisodes psychotiques à possession démoniaque, en passant par des assaillants inconnus, simplement hors de vue des caméras. Au même instant, les clients de l'hôtel ont commencé à signaler des choses étranges concernant l'approvisionnement en eau, comme le rapporte CNN. Sabina Abo, qui passa 8 jours pendant l'enquête, confie que la douche était terrible. Lorsqu'elle allumait le robinet, l'eau était tout d'abord noire pendant 2 secondes, puis elle revenait à la normale. L'eau avait également un goût horrible, un goût qu'elle peine à décrire. Mais pendant 1 semaine, elle ne s'est jamais plainte, se disant que c'était probablement juste comme ça ici. Le matin du 19 février, un employé de l'hôtel est monté sur le toit et a vérifié le réservoir de stockage d'eau de l'hôtel. C'est à cet endroit précis que les autorités ont retrouvé le corps d'Elsa, nu et en décomposition, avec tous ses objets personnels à proximité. L'autopsie révélera cependant que sa mort fut accidentelle. Il faut savoir que ce réservoir a un loquet métallique qui peut effectivement être ouvert. Mais les autorités précisent que l'accès au toit est sécurisé avec une alarme, ainsi qu'une porte verrouillée. Mais le passif de l'hôtel se veut des plus étranges. Richard Ramirez, connu sous le nom de Night Stalker, rôdeur de nuit, et qui a été reconnu coupable de pas moins de 14 meurtres dans les années 1980, a vécu au 14e étage de cet hôtel pendant plusieurs mois en 1985. Le tueur Jack Unterweger est soupçonné d'avoir tué 3 prostituées pendant qu'il y vivait
en 1991. Il s'est tué en prison en 1994. Si on remonte un peu plus loin, en 1962, une occupante a sauté d'une des fenêtres de cet hôtel, se tuant elle, ainsi qu'un piéton sur qui elle s'écrasa. Mauvais endroit, mauvais moment. En février 2021, un documentaire sur Netflix intitulé Scène de crime, la disparue du Cecil Hotel, a couvert cette histoire. Un exorcisme à Indianapolis. L'année dernière, l'Indianapolis Star a publié un long rapport sur une famille terrorisée par 3 enfants prétendument possédés par des démons. Le récit de Layota Ammons et sa famille raconte des histoires troublantes d'enfants qui grimpent sur les murs, qui se jettent à travers les pièces, et d'enfants menaçant des médecins avec des voix contre nature. Cela semble sortir tout droit d'un film de fiction, sauf que tous ces événements étaient plus ou moins corroborés par près de 800 pages de documents officiels obtenus par l'Indianapolis Star et détaillés dans plus d'une douzaine d'entretiens avec la police, le personnel du SAD, service d'aide et d'accompagnement à domicile, des psychologues, des membres de la famille ainsi qu'un prêtre catholique. L'une des sections les plus déconcertantes du rapport comprend un segment sur un jeune de 9 ans possédé, selon le rapport original du DCS de Washington, un récit corroboré par l'infirmière. L'enfant de 9 ans avait un sourire bizarre et a marché à reculons sur un mur jusqu'au plafond. Un autre extrait du rapport concerne la fillette de 12 ans, qui confia plus tard aux professionnels de santé mentale qu'elle avait parfois l'impression que quelqu'un l'étouffait et la maintenait, de sorte à ce qu'elle ne puisse pas parler ni bouger. Elle a dit avoir entendu une voix qui lui disait qu'elle ne reverrait plus jamais sa famille et qu'elle ne vivrait pas 20 minutes de plus. Il n'est pas impossible que je traite cette histoire en particulier, car très documentée. Elle pourrait faire l'objet d'une vidéo complète. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresse. Meurtre-suicide en Utah. En septembre 2014, un adolescent de l'Utah est retourné chez lui pour trouver ses parents ainsi que ses 3 frères et sœurs morts. Un bloc-notes a été retrouvé sur lequel a été griffonnée une liste. La liste semblait indiquer que les parents se préparaient à partir en voyage, car elle mentionnait des choses comme nourrir les animaux, ou encore trouver quelqu'un pour surveiller la maison. Il semblerait s'agir d'un meurtre-suicide, mais il n'y avait rien pour le prouver. Aucun mot, aucune note, aucune explication. La police ne comprenait pas pourquoi 2 parents tueraient 3 de leurs 4 enfants. Pendant 1 an, personne n'a su vraiment ce qui est arrivé à cette famille, ou ce qui aurait poussé ses parents à faire quelque chose d'aussi impensable. En janvier, la police a publié plus de détails effrayants sur cette affaire. Selon les comptes bancaires de la famille et l'enquête de la police, les parents étaient animés par une conviction que l'apocalypse allait se produire, et ils avaient une obsession pour un tueur condamné. Les amis ainsi que la famille ont dit à la police que les parents étaient préoccupés par le mal dans le monde et voulaient échapper à une apocalypse imminente. Mais la plupart d'entre eux ont simplement supposé qu'ils voulaient juste déménager, changer d'endroit. Les enquêteurs ont également trouvé des lettres écrites par Christy Strack, la mère de famille, à l'un des condamnés pour meurtre les plus tristement célèbres, Dan Lafferty, qui a été reconnu coupable d'avoir poignardé sa belle-sœur ainsi que sa fille de 1 an en 1984. Selon son témoignage au procès, il aurait tué ses victimes en suivant l'ordre de son frère, Ron Lafferty, qui prétendait avoir eu une révélation de Dieu. Cette histoire a fait l'objet d'un livre appelé « Sous la bannière du ciel ». Selon la police, Christy Strack est devenue amie avec Dan Lafferty et lui aurait même rendu visite en prison, accompagnée de son mari. Le harceleur téléphonique. En 2007, ABC News a documenté une série d'appels téléphoniques à des familles, les menaçant d'une mort terriblement précise et spécifique. L'auteur inconnu des appels savait exactement ce que ces familles faisaient et même ce qu'elles portaient comme vêtements. Les familles disent que les appels se produisaient à toute heure de la nuit, menaçant de tuer leurs enfants, leurs animaux de compagnie, ainsi que les grands-parents. Des messages vocaux leur parvenaient, comprenant des enregistrements de leurs propres conversations privées, dont une avec un détective de la police locale. L'auteur des appels savait précisément ce que les familles faisaient à tout moment, et après des mois d'investigation, la police semblait être impuissante. Cela a continué pendant des mois pour la famille Kuykendall, qui a rapporté que l'auteur des appels les menaçait d'une voix rugueuse de leur trancher la gorge. Lorsque la police de Fircrest, dans le Wash,
Essayant de trouver le coupable a retracé les appels. Elle remontait jusqu'à la propre maison des Kuykendall, et ce même si leur téléphone était éteint. La situation a quelque peu empiré. Les Kuykendall et 2 autres familles de Fircrest ont dit à ABC News qu'ils pensaient que l'auteur des appels se servait de leur téléphone portable pour les espionner, dans la mesure où ils savaient absolument tout sur tout, où ils sont, ou ce qu'ils disent lors de conversations privées. Cette histoire est plutôt troublante, vous pensez pas ? Vous réagiriez comment si quelqu'un vous appelait comme ça pour vous menacer et commenter vos moindres faits et gestes ? Dites-le moi en commentaire. L'observateur. Après avoir emménagé dans leur maison de rêve de 1,3 million de dollars, une famille du New Jersey a commencé à recevoir des menaces de mort effrayantes de quelqu'un qui s'est identifié comme The Watcher, l'observateur. CBS News l'a commenté plus récemment cette année. Depuis leur arrivée, les propriétaires ont dit avoir reçu de nombreuses lettres de cette mystérieuse personne, The Watcher, revendiquer que cette maison a appartenu à sa famille pendant des décennies et qu'il a été chargé de regarder dans l'attente de son retour. Les nouveaux propriétaires ont plusieurs enfants et d'autres lettres demandaient s'ils avaient découvert ce qu'il se trouvait dans les murs et disaient qu'il était heureux de connaître leur nom, ainsi que le nom des jeunes que la famille lui avait apportés. La famille a été contrainte et forcée de fuir de chez elle, et a intenté par la suite un procès contre les anciens propriétaires. Issei le cannibale. En 1974, un étudiant de 24 ans de l'université de Wako, au Japon, Issei Sagawa, aurait suivi une Allemande chez elle, à Tokyo. Il serait entré par effraction dans son appartement pendant qu'elle dormait, et aurait tenté de lui couper un morceau de chair en vue de la consommer. Elle se serait alors réveillée, et bien évidemment se serait défendue. La police aurait réussi à le capturer, selon un documentaire de 2012, qui a couvert l'étrange histoire d'Issei. Il aurait été accusé par erreur de tentative de viol, et son riche père aurait payé la victime à l'extérieur du tribunal, pour faire tomber les accusations. 7 ans plus tard, en 1981, il aurait commis un meurtre en France, tuant et mangeant une autre étudiante, Renée Hartevelt. Issei documentait de façon effrayante toute son expérience avec des photos. Il a été capturé par les autorités une fois de plus, alors qu'il tentait de jeter les restes du corps dans le bois de Boulogne. Il a été expulsé vers le Japon et interné dans un établissement psychiatrique. Mais pour une raison inconnue, ses psychologues au Japon ont déclaré qu'il était sain d'esprit. En outre, une décision juridique du gouvernement français, qui qualifiait Issei de fou, donc irresponsable, fut gratifié d'un non-lieu, de telle sorte que les accusations de meurtre ont été complètement abandonnées. Bien que des nouveaux experts au Japon le jugent responsable de ces actes, le non-lieu prononcé en France ne peut être remis en cause. Le cannibale recouvre la liberté en 1985. Issei va même devenir une célébrité controversée, suite à l'écriture de plus de 20 livres. Selon Japan Today, il aurait fantasmé sur une actrice de télévision anonyme, disant qu'il voulait apercevoir sa cuisse en pensant que ça avait l'air délicieux, mais qu'il n'avait pas pour autant vraiment envie de manger. Ayant déjà accompli l'acte de cannibalisme une fois, il n'y avait là aucun intérêt à maintenir ce désir. Dans son livre, il a écrit que la chair humaine était savoureuse, sans que cela ne soit vrai pour autant. Il ne le pensait pas. Il préférait manger du bœuf Matsusaka, le bœuf de Kobe. Mais parce qu'il avait désiré consommer de la chair humaine depuis si longtemps, il avait réussi à se convaincre lui-même que ce serait nécessairement délicieux. C'est pourquoi il est passé à l'acte. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Issei Sagawa a également été référencé dans la chanson des Rolling Stones, Too Much Blood, avec les paroles « And when he ate her, he took her bones to the bois de Boulogne ». Ce qui veut dire « Et quand il l'a mangé, il a emmené ses os au bois de Boulogne ». Il est mort le 24 novembre 2022, à Kawasaki, au Japon. C'est très récent. Et encore aujourd'hui, personne ne sait pourquoi la France n'a pas permis au Japon de lui donner un véritable procès. Peut-être que son riche père est encore passé par là.